Aujourd'hui, 99% des automobiles sur la route dépendent d'un combustible non renouvelable, extrêmement polluant, et de plus, nous sommes à la merci des fluctuations des prix du pétrole. Comme pilote, j'ai eu la chance de conduire de nombreuses voitures ultra performantes, mais surtout grandes dévoreuses d'essence. La première fois qu'on m'a parlé de voiture électrique, j'ai rigolé en disant que ça ne pouvait être qu'un jouet. Ça, un jouet? Maison! J'ai grandi dans l'est de Montréal, tout près des raffineries. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été témoin d'explosions, de déversements et même d'incendies. Ce qui fait que l'environnement est aujourd'hui mon véritable cheval de bataille. Je considère qu'il est grand temps qu'on abandonne les énergies fossiles et qu'on se tourne définitivement vers les énergies renouvelables. L'avenir du transport est électrique. Eh bien, c'est le moment de passer à l'essai de la semaine en roulée électrique et nous avons aujourd'hui pour vous la BMW i3. Et pourquoi on en a deux en fait? En fait, on en a deux parce qu'il y en a une qui est 100% électrique Oui. et l'autre a un prolongateur d'autonomie. Ce qui fait qu'avec celle-ci, en principe, on a 160 km d'autonomie électrique Oui. et celle-là, 160 km plus, avec le moteur thermique, 120 km à essence. On s'approche du 300 km d'autonomie et on dit que les gens achèteront des voitures électriques lorsque ce chiffre sera atteignable. Alors, je pense qu'on a vraiment la solution. Je pense qu'on est proche du compte. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu penses du look? Je t'avoue que quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ils veulent pas en vendre parce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, là. Ça n'a rien pour inspirer l'amour, comme dirait Charles Aznavour. Moi qui est un amant des lignes épurées, on peut pas dire qu'on est dans les lignes épurées, on est dans les lignes torturées, n'est-ce pas? Torturé, tarabiscoté, tout ce qu'on veut, c'est ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Elle a une certaine gueule et on peut pas dire qu'elle ressemble aux autres BMW, à part ici, Non, le logo et la calandre. C'est ça. Ça aurait pu être beau pareil. Moi, je veux dire, le look est unique. On aime ou on n'aime pas. Il n'y a rien de l'ADN de la marque qui est là. Exactement. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller On va l'essayer. commencer par l'essayer, après ça, on vous en dira davantage. Voilà. Après OK. vous, mon cher. Merci. Bon, ben Daniel, j'ai dit tout le mal que je pensais de l'extérieur. L'intérieur, c'est pas vraiment beaucoup mieux. En fait, moi, je veux dire, je trouve que l'intérieur de cette voiture-là a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de la voiture que je trouve très beaux. Les appliques de bois, je les trouve intéressantes. Il y a un design un peu minimaliste. Je trouve ça beaucoup plus moderne et beaucoup plus intéressant que les BMW traditionnels. Mais il y a un aspect qui me fatigue, c'est le plastoc, le plastique qu'on a Oui, ici ça en a l'air avant. de ce qu'on appelait de l'étoupe. Un matériau pour isoler, un isolant. C'est vraiment ça. Et en avant du tableau de bord, c'est la même chose. Ah, on dirait du feutre plastifié. C'est ça. Puis quand on voit, t'as ton opinion, moi je trouve que ça ressemble à une feuille de contreplaqué, de plywood. Oui, c'est un c'est- sous-sol fini. Ouais, mais t'avais raison, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il y a des côtés, comme le volant est magnifique. Extraordinaire, un beau petit volant, facile à tenir en main, agréable, joli dans le cas présent, avec une voiture un peu peinturlurée à l'avant comme je te pousse, là, mais c'est vraiment que c'est leur voiture vedette, c'est leur porte-étendard. Mais outre ça, moi je veux dire, je pense que c'est une voiture qui est intéressante pour Oui. quelqu'un qui s'intéresse à l'électrification des transports et aux voitures électriques. Pour quelqu'un qui veut quelque chose de différent. C'est vraiment à part, c'est pas comme une Tesla qu'on peut confondre avec une Jaguar ou une Mercedes ou une Aston Martin. Celle-ci, elle a vraiment un caractère unique et elle se fait remarquer partout où elle passe. On peut aimer ou pas aimer, comme je l'ai mentionné tantôt, mais il reste que c'est un effort de design, à mon avis, qui mérite d'être souligné. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ce soit une voiture qui est une espèce de mini crossover là, de véhicule, une espèce de familial, elle a un côté pratique qui n'est pas inintéressant. Et ça, pour les familles, pour les gens qui ont besoin d'une petite familiale, bien, ça peut être une option qui est intéressante parce que on n'en a pas assez de ça dans le créneau des véhicules électriques partiellement ou entièrement. Et ça, juste pour ça, je trouve que cette voiture-là mérite d'être regardée de près par les consommateurs. Oui, tout à fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est vendue à un prix quasiment semblable à celui qui est demandé aux États-Unis. Et si on enlève le rabais provincial, on se retrouve à peu près avec une voiture de 40 000 42 000.
Je trouve que c'est intéressant à ce point de vue-là. Puis la performance m'étonne. Regarde-moi ça avancer, là. Donnons un peu de détails techniques. On dit que c'est une voiture avec une batterie de 21 kWh qui donne une autonomie annoncée de 160 km. Et on peut l'avoir avec une version avec prolongateur d'autonomie qui rajoute autonomie avec un moteur essence de 120 km supplémentaires. On peut ajouter de l'essence et continuer le voyage continuellement, là, non? Oui, absolument. Dans le fond, un peu comme une Volt. C'est un moteur 2 cylindres, réciproquement? Oui, un 2 cylindres de 650 cm3. Dans le fond, c'est un moteur de moto BMW. C'est ça. Et qui donne une consommation apparemment autour de 6 litres, 6,5 litres au 100 lorsqu'il est en mode essence. Ce que je trouve, somme toute, assez ordinaire. Moi, je pense que BMW aurait pu faire mieux dans ce cas-là. C'est évident que si tu mesures uniquement la consommation avec le groupe à essence, tu vas avoir un chiffre assez élevé. C'est ça. Et puis, une voiture électrique, c'est assez lourd, alors ça aide pas non plus. Exactement. Dans l'apparence de cette voiture, c'est peut-être gênant quand on regarde de l'extérieur, mais la surface vitrée qui en fait quasiment un aquarium, c'est un bon côté parce qu'on a une visibilité exceptionnelle qu'on n'a plus maintenant dans les voitures si on n'a pas une caméra de recul. Mais ici, ça porte dur. Il faut dire vraiment que la suspension est assez raide, merci, et on ressent les à-coups dans le châssis, dans la carrosserie. Je ne serais pas tellement heureux d'avoir à faire un long voyage sur un chemin raboteux. Les magnifiques routes du Québec. Magnifique route du Québec. Écoute, toi qui es habitué à conduire des BMW de modèles classiques, toi qui en as conduit de nombreux modèles, comment est-ce que tu comparerais cette BMW-là au niveau de la conduite par rapport aux autres BMW? Aucune espèce de comparaison. Aucune. Pourquoi? Bien parce que l'accélération est beaucoup plus vive, beaucoup plus immédiate, comme toutes les voitures électriques. Quoique la régénération du freinage est moins sensible que sur la Tesla et que sur d'autres voitures électriques, à moins qu'on n'ait pas mis ça au bon mode. Peut-être qu'on n'est pas sur le mode éco et qu'à ce moment-là, on pourrait obtenir un freinage. Là, je viens de le mettre en EcoPro. Ben voilà. Est-ce que tu sens la différence? Oui, je sens une différence énorme. On est comme sur la compression, autrement dit. OK. C'est une voiture ordinaire. Mais je veux dire que c'est un petit peu non acceptable, ce branle-bas de la suspension. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose... À porte dure. À porte dure, c'est ça que... En bon québécois, à porte dure. À porte dure. Comme dirait un autre, elle prend bien les croches, mais à porte dure. OK. Bref, je pense que tout ce qu'on avait à dire de bon et de méchant sur la BMW i3 a été dit. Tu vois, je l'aurais conduite là, quelque part autour du centre d'achat où on était tantôt et j'aurais dit oui, je suis intéressé à en acheter une. Par contre, j'arrive sur cette mauvaise route et j'en veux plus de la voiture. Uniquement cet aspect-là me décourage énormément. Attends, je vais essayer le freinage pour voir ce que ça donne en freinage un peu d'urgence. Superbe. Oui. Très rectiligne, très puissant, très énergique, très rassurant. Et ça accélère rudement bien aussi. On parle du 0-100 km en 7 secondes, ce qui est très acceptable. Est-ce que tu vas me la laisser conduire à un moment donné? Ben oui, il faudrait, hein? C'est toi qui as la clé, là? Comment est-ce que... Oui, je vais gratter dans ma poche, je peux partir. Alors, je veux dire, comme toi, quand on le met en mode EcoPro, la régénération est très agressive. Oui, très agressive. Elle ne l'est pas partout en ordinaire. Ouais. Seulement en confort, il n'y a aucun problème. Je viens de le mettre en confort. On peut mettre EcoPro, confort. Confort, dans le fond, c'est justement pour pas se casser les nénettes, mais ça recharge moins. Mais là, moi, je suis le pro de l'éco, n'est-ce pas? Donc, on va mettre en EcoPro. OK, l'accélération, tu t'en fous, quoi. Ben, disons que je fais plus attention qu'avant. Elle est vive, elle est immédiate, elle est bien agréable, cette voiture. Quand on regarde le tableau de bord, on voit bien le processus de recharge, on voit bien l'autonomie restante. Et ça, c'est important qu'on ait ça sous les yeux. Parce que, par exemple, il y a certains tableaux de bord où c'est ici. Mais quand c'est là, ça t'oblige à quitter les yeux de la route. Et c'est vraiment beaucoup moins pratique. Non, c'est vrai qu'il y a une bonne accélération. Et ça, silence des voitures électriques, hein? Moi, je m'en lasse pas.
caméra de recul est très agréable. Les couleurs sont bien rendues comparativement Ah oui, à en l'autre. fait, la qualité, la résolution de la caméra de recul et de l'écran, c'est la vraiment meilleure que j'ai- impressionnant. la meilleure que j'ai vue à date. Ouais, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est en compagnie de Gad Elmosdino, qui est propriétaire d'une BMW i3, et on va lui demander ses impressions sur cette voiture. Gad, bonjour. Bonjour Daniel. Dis-moi, cette voiture-là à date, comment tu la trouves? C'est quoi tes premières impressions comme propriétaire d'une BMW i3? Il n'y en a pas tant que ça au Québec. En fait, j'ai été assez agréablement surpris de cette voiture-là parce que je ne l'avais pas conduite avant. Et dès que j'ai pris possession, je me suis rendu compte que c'est une voiture un peu style BMW dans ses performances, dans sa conduite, dans son allure. Donc je suis très surpris parce que je ne l'avais pas essayé, mais c'est bon pour moi. Et là, corrige-moi si je me trompe, mais ça, c'est pas une BMW 100% électrique, c'est-à-dire que celle-ci a un prolongateur d'autonomie, si je ne m'abuse. Exactement, je l'ai prise avec cette option-là, qui est une option qu'on peut prendre ou ne pas prendre. Pas nécessairement parce que je pensais l'utiliser souvent, mais je me suis dit que tant qu'à essayer de la technologie nouvelle, je voulais voir ce que faisait ce prolongateur. Quand la voiture n'est pas en mode électrique, donc elle est à essence, quelle est ta consommation moyenne à peu près si tu la fais rouler à l'essence? La consommation à l'essence, ça tourne autour du 7 à 7 litres au 100, mais je n'ai pas souvent l'occasion de l'utiliser parce que l'autonomie électrique est assez raisonnable. À ton avis, quelles sont les principales qualités de cette BMW-là par rapport à d'autres véhicules électriques ou à d'autres véhicules du même format à essence? Oui, j'ai deux autres voitures électriques que j'ai eues depuis 2011. Les deux des Tesla, donc une compagnie qui faisait que du électrique. Je pense que BMW, ils ont fait un peu la même chose avec ça. Ils ont commencé à partir de zéro, ils ont fait une voiture électrique qu'on veut conduire. Donc je dirais que c'est un point fort par rapport à d'autres voitures électriques qui sont peut-être juste électriques pour le simple fait d'être électrique. Celle-là, c'est une voiture qui est performante, qui est bonne, qui est douce, qui se conduit bien et en passant, elle est électrique. Donc ça, je pense que c'est son point fort. Donc en fait, cette voiture-là, elle donne sur la carte un rayon d'autonomie, mais par contre, c'est pas comme les autres voitures où plus souvent c'est juste un cercle, un gros cercle qui représente la distance à vol d'oiseau. Ici par contre, il dessine carrément sur la carte, dépendamment des routes qu'on pourrait emprunter, l'autonomie restante sur la batterie. Donc on a vraiment une bonne idée. Si on emprunte la 15, ben c'est là qu'on arrive. Si on emprunte la 30, ben on peut aller plus loin. Ça dépend si les routes sont sinueuses ou pas, etc. Et BMW, ils ont ce système où ça nous donne vraiment une bonne idée de notre autonomie. Point négatif, particulièrement cette voiture, je trouve que la suspension est un peu dure, sur des bosses, etc. On se fait secouer pas mal. Et Jacques et moi d'ailleurs, quand on a fait l'essai routier, on l'a trouvé un peu tape-cul en bon québécois. Absolument. Ça me rappelle un peu la Tesla Roadster, c'est tape-cul, Ouais. mais à part ça, sur l'auto, tout ça, c'est vraiment très agréable. Et puis là, on remarque qu'il y a les portes qu'on appelle les portes suicides. Oui, exact. Et puis, j'ai remarqué que ça donne un accès quand même relativement facile au siège arrière, aux places arrière. Parce que dans le fond, c'est un peu comme une minivan. Tout à l'heure, j'ai pu embarquer un vélo électrique dans cette voiture-là. Au niveau du gabarit comme véhicule électrique, il n'y en a pas tant que ça des véhicules électriques qui ont ce format-là et ce côté pratique-là. Comment tu trouves ça? C'est un format intéressant. Il y a pas mal de visibilité, beaucoup de vitres. Les vitres à l'arrière sont basses, donc les enfants qui sont assis à l'arrière ont une bonne visibilité. Et la position de conduite est assez surélevée. Donc les gens qui n'aiment pas conduire pas, qui aiment un peu leur minivan ou leur VUS, c'est quelque chose qui est semblable. Il y a beaucoup de gens qui aiment conduire pas à terre, mais assez surélevé. On remarque ici qu'il y a des petites lignes dans le châssis. Ça, dans le fond, c'est un châssis en carbone. C'est de la fibre de carbone. Tout l'habitacle est principalement en fibre de carbone, matériau qui est léger et très sécuritaire aussi. Et finalement, ton impression générale, est-ce que tu es satisfait de ton achat? Je suis satisfait de cet achat-là pour le type de voiture que c'est. Un peu un look européen, une voiture urbaine. En ville, c'est excellent. Je ne sors pas ma Tesla quand je vais faire de l'épicerie ou une petite course. Là. Je rentre là-dedans, c'est le fun à conduire. Pour finir, parlons un peu du look extérieur. Parce que Jacques le trouvait affreux. Moi, je le trouve pas affreux, mais un peu étrange. Toi, comment tu le trouves? C'est sûr, quand je l'ai vu au salon d'auto la première fois, j'ai fait « wow ». Pas certain. Mais finalement, c'est vraiment un look un peu européen. On en voit plein de voitures de ce genre-là en Europe et je finis par m'y habituer. Donc c'est sûr que ça tourne des têtes, c'est surprenant. C'est pas une Roadster, c'est pas une Model S, mais il y a beaucoup de têtes qui tournent. C'est différent. À la longue, je m'y habitue. Je te remercie, Gad. Ça me fait plaisir, Daniel.